Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Branché TV. Ce soir, nous allons partager ensemble le deuxième épisode de la série Prendre soin. Vous avez peut-être suivi le premier épisode qui s'intéressait aux relations entre les soignants. Et ce soir, l'émission est consacrée aux relations entre les soignants et leurs patients. Alors, l'émission de ce soir est proposée en collaboration avec Fondapro. Et j'ai la chance d'accueillir avec nous ce soir Audrey Chavas, qui est la déléguée générale de Fondapro. Je vous laisse, Audrey, nous présenter cette fondation. Bonsoir Julien, et puis bonsoir aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc on est ravis en effet de pouvoir intervenir sur ce live ce soir, parce que c'est tout à fait en lien avec l'objet de notre fondation. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas la fondation Fondapro, on est sous l'égide de la Fondation de France. Et l'objet de la fondation est de sécuriser, de conforter en fait la situation du patient tout au long du processus de soins. Et un des objets particuliers au sein de la fondation, c'est de renouer un lien de confiance entre les soignants et les patients. Donc je pense que je suis au bon endroit ce soir pour en parler. Parfait. Merci Audrey. J'ai également le plaisir d'être accompagné ce soir de Julien Letissier. Julien, bonsoir. Vous êtes skipper et c'est à la fois en tant que patient, mais aussi en tant qu'aidant pour votre coéquipière que vous témoignerez ce soir. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Merci d'être avec nous. Merci à vous. À ma droite, Mané Andréassian, qui est interne en urologie à la PHP. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir Mané. Et à distance, nous aurons avec nous Raymond Merle, qui est patient expert. Bonsoir Monsieur Merle. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et Marie Leroy, bonsoir Marie, qui est juriste chez Branché. Très bien, donc nous vous ferons réagir sur respectivement vos compétences et vos expériences, à la fois en tant que patient, en tant que formateur, on le verra, et bien évidemment sur le plan médico-juridique avec Marie. Alors comme d'habitude, vous pouvez réagir et poser vos questions sur le chat. J'aurai directement sur la tablette à côté de moi vos réactions, vos questions que je pourrai transmettre à nos invités. Et vous aurez aussi l'opportunité de revoir cette émission en replay si vous le souhaitez. Pour commencer, nous allons voir une petite vidéo. Thaïs Lecam, qui est la coéquipière de Julien Letissier, donc navigatrice également, a souhaité nous faire passer un message. Et donc nous allons commencer avec cette petite vidéo qui nous servira à démarrer l'émission. Je m'appelle Thaïs Lecam, j'ai 29 ans. Je suis skipper semi-professionnel en Mini 650 et je suis là pour vous parler du programme What Matters to You. C'était il y a un an, donc en janvier 2023. J'avais un rendez-vous classique chez le gynécologue et là on a décelé des petites cellules du HPV, donc papillomavirus. J'ai été pourtant vaccinée, j'ai fait tout le schéma de vaccination à l'âge qu'il fallait, donc à 14 ans. Et malheureusement, on a toujours le risque de. Donc cela implique une opération chirurgicale. On m'a proposé ce choix d'opération. Ce choix d'opération, c'est la conisation. Donc on enlève une toute petite partie du col de l'utérus pour éviter que ces cellules en fait se propagent et que la situation s'aggrave. Moi, dans mon contexte de travail, il était hors de question que cette maladie impacte négativement justement sur mes entraînements sportifs. On a trouvé un rendez-vous sur une date qui convenait. C'était en même temps que ma période d'entraînement. Donc la grande question, c'était quand est-ce que j'allais pouvoir, après la convalescence, reprendre mon rythme et reprendre ces entraînements qui sont forcément physiques. Tout le contexte opératoire s'est très bien passé. J'ai été pris en charge à 6h du matin. Je suis sortie de là, il était 14h. Le circuit opératoire, c'était super. Tout le monde a pris énormément de soin de moi. Par contre, c'est à la suite, une fois rentrée chez moi, où je manquais d'informations. J'ai pris la décision personnelle de retourner sur l'eau 5 jours après cette opération.
parce que je me sentais de le faire. J'avais ce stress, cette espèce d'état de conscience où on a peur que ça influe négativement sur sa convalescence. Et 2 semaines après l'opération, j'avais mon rendez-vous post-opératoire avec la chirurgienne où je lui ai expliqué que je suis partie naviguer malgré les contre-indications. Elle m'a dit en fait qu'il n'y avait pas de problème, qu'il fallait s'écouter avant tout. Et j'aurais bien voulu avoir cette information avant. Le guide, c'est qui me tient à cœur, en fait, m'aurait permis justement d'avoir toutes ces informations. Et souvent, on a ce manque d'informations sur l'état de convalescence et à la suite de l'opération. On garde le moral, parce qu'il fait beau, on va pouvoir sécher. Voilà pour cette petite vidéo. Alors ce soir, nous allons aborder la question de la relation entre les soignants et leurs patients. Qu'attendent aujourd'hui les patients des professionnels de santé en phase 2? Comment ces professionnels sont formés? Sont-ils d'ailleurs formés à développer des aptitudes, des compétences relationnelles? Et comment faire face à des situations difficiles, des annonces parfois difficiles. Nous verrons également comment est-ce que sur le plan médico-juridique, la relation entre les patients et les soignants sont définies et régies. Et enfin, nous aborderons la question de la décision médicale partagée et verrons comment est-ce qu'elle peut faire avancer cette relation. Alors, directement après cette petite vidéo, j'aurais aimé avoir votre réaction, Julien. Donc, vous êtes le coéquipier de Thaïs. Comment déjà elle vous en a parlé? Est-ce qu'elle vous en a parlé? Et comment est-ce que vous avez pu l'aider? Alors donc effectivement, nous on est associés dans cette entreprise Frérot, on partage tous les bons et les mauvais moments de cette aventure, on est concurrents quand on est en mer. Et donc en janvier 2023, elle m'a informé de ce problème de santé sans rentrer dans les détails. Elle m'a parlé du besoin de se faire opérer, de bénéficier d'une opération. Moi je ne le voyais pas du tout comme un rôle d'aidant à ce moment-là, mais en tant qu'associé, on a mis tout ce qu'on pouvait mettre en place pour que l'opération se passe bien, pour qu'elle soit dans de bonnes prédispositions. Donc ça voulait dire la soulager au maximum d'un point de vue professionnel. On était en pleine phase d'entraînement, comme elle le disait, et elle était sur le point de partir sur sa qualification hors course pour la Mini Transat, donc ce qui est un gros dossier, hein, c'est 10 jours en mer tout seul. Donc on a un petit peu aménagé ce départ en qualif, et puis on a un petit peu aménagé nos entraînements pour faire en sorte qu'elle puisse reprendre tranquillement. Après, comme vous l'avez vu, c'est un rouleau compresseur. Une fois qu'elle a décidé de repartir sur l'eau, de toute façon, on ne pouvait pas la freiner. Donc voilà. D'accord. Nous reviendrons sur ce rôle d'aidant. Vous-même, vous saviez de quoi elle parlait, puisque vous êtes aussi sportif de haut niveau. Donc la compétition, les enjeux, vous avez certainement beaucoup de points communs dans votre façon de voir les choses avec Thaïs. Et puis vous avez, vous aussi, bénéficié de certaines opérations chirurgicales. Et donc, en tant que patient, est-ce que vous avez eu à affronter des situations proches de la sienne ? Eh ben, alors moi j'ai fait la Mini Transat en 2019. À cette époque-là, on s'est rendu compte que j'avais les épaules un peu fragiles, que j'étais sujet à des luxations à répétition. Vous le savez probablement, dès qu'on se luxe une fois, 2 fois, 3 fois, après ça devient quasiment quotidien ou presque. Et le besoin de là aussi me faire opérer avant de partir en mer tout seul plusieurs dizaines de jours, c'était presque indispensable. Donc j'ai été suivi par un médecin du sport sur Paris, le docteur Randé. On a un petit peu étudié le planning et en fait moi c'était ça la grosse problématique, c'était de pouvoir me faire opérer et de pouvoir reprendre la navigation le plus vite possible. Donc effectivement là le choix du chirurgien a été vraiment important et on s'est tourné vers un chirurgien qui ne fait que de l'épaule et qui ne fait que du sportif de haut niveau. Ouais. Ça a eu tendance à énormément me rassurer, à me mettre en confiance. Je ne le connaissais pas du tout, mais voilà, je partais très très serein sur l'opération. D'accord. Votre inquiétude, c'était de pouvoir être prêt et de pouvoir être opéré et surtout sur pied, avec des épaules solides pour votre course. Quoi. C'est ça. Ouais, je le voyais comme une intervention chez le mécanicien. Il faut que je sache quand je rentre, quand je sors et quand je vais pouvoir reprendre la nave. Et il fallait que ce soit clair pour tout le monde. Donc, Alors on va le voir, les objectifs des patients, les attentes des patients ne sont pas toutes les mêmes. Ça dépend de beaucoup de choses, de ses objectifs dans la vie, de son mode de vie. Ces objectifs de patients, ils peuvent évoluer au fil du temps. On a l'impression quand même que depuis plusieurs années, la relation entre les patients et les professionnels de santé change pour de multiples raisons.
Mané Andréassian, donc je rappelle, vous êtes interne en 4e année d'urologie à la PHP. Est-ce que vous avez l'impression que cette relation patient-soignant, elle évolue, alors soit par rapport à votre propre expérience, soit par rapport à l'idée que vous faisiez ou ce que vous avez déjà vu pendant vos études? Par rapport à ma propre expérience, comme ça fait 4 ans que je suis vraiment sur le terrain, c'est vrai que c'est une période assez courte pour voir un changement. Mais en revanche, je pense qu'on peut dire qu'on a définitivement fermé la porte au paternalisme et qu'aujourd'hui, la relation elle est passée de quelque chose qui était très vertical, presque infantilisant, à une relation un peu plus équilibrée, plus horizontale, où le patient est apte à vraiment discuter de ses attentes avec le médecin ou le chirurgien et arriver ensemble donc à la solution appropriée au patient. D'accord. Alors, je reposais d'autres questions effectivement sur ce sujet. J'aurais aimé avoir l'avis de Raymond Merle. Donc, Monsieur Merle, vous êtes avec nous en distanciel. Vous vous êtes occupé pendant longtemps de l'université des patients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est tout simplement et le rôle que vous avez pu y jouer? Alors, le rôle que j'ai pu y jouer, c'est un rôle de fondateur, parce que j'ai eu la chance de reprendre des études et de suivre un cursus universitaire avec Catherine Tourette-Turgis, qui a fondé la première université des patients en 2009, dont l'objectif est de former des patients pour qu'ils deviennent eux-mêmes formateurs, qui participent à la recherche. Et donc, je me suis inspiré de cette université pour créer une université à Grenoble, dans laquelle on était trois acteurs, dont l'université Grenoble-Alpes, le CHU de Grenoble et bien sûr les patients experts. L'objectif, c'est de former des patients, mais aussi de participer à la formation des étudiants en médecine, pharmacie, professionnels de santé, etc. Donc voilà un petit peu le rôle de cette université. Donc maintenant, il y a plusieurs structures qui se sont emparées de cette formation, même si les modèles sont un petit peu différents en termes juridiques ou en termes d'intégration. Mais l'objectif est le même, c'est justement développer cette culture de patients qui vont s'engager dans la formation et dans la recherche. D'accord. Rien que la création de ces universités témoigne de l'évolution de la relation entre les soignants et les patients. Et cette relation, elle a souvent été très asymétrique. Elle est d'ailleurs malheureusement pas encore complètement symétrique. Pourtant, le premier intéressé, c'est le patient. Et si on a un point commun tous autour de cette table aujourd'hui, c'est qu'on a été ou on sera un jour patient. Et c'est vrai que d'une relation très asymétrique, descendante, paternaliste, vous l'avez dit, on évolue vers une relation beaucoup plus horizontale, beaucoup plus équilibrée, où tous les avis peuvent être recueillis, où parfois on se rend compte que les objectifs ne sont pas les mêmes et donc qui permettent parfois de réajuster le titre. Est-ce que vous avez l'impression, Monsieur Merle, qu'il y a eu des évolutions récentes et si vous deviez les résumer, sur quel point est-ce que vous souhaiteriez attirer notre attention? Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que aujourd'hui, si on fait un état des lieux de la situation, on remarque qu'il y a des avancées techniques, chirurgicales, médicales de grand niveau. On remarque qu'il y a des avancées réglementaires aussi très importantes. Et on voit que le patient, il évolue, il est plus dans un statut de patieur, celui qui souffre, celui qui endure, celui qui est soumis quelque part. Le patient évolue, il s'engage, il n'est plus dans cette situation. Donc on a cette partie-là. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis 2020, il y a des recommandations qui permettent aux patients de soutenir la Haute Autorité de Santé, pratiquement 20 ans après la loi du 4 mars 2002, soutient et encourage l'engagement des usagers dans les secteurs médico-social et sanitaire. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution à la fois qui est réglementaire, qui est structurelle. En 2023, la Haute Autorité de Santé renforce l'action sociale des patients. En 2023 et en début 2024, la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins, a sorti un rapport sur la participation des patients dans la formation initiale des médecins. Donc on voit de plus en plus, et l'Académie nationale de médecine va sortir un rapport incessamment sous peu. Donc on sent qu'il y a quand même une évolution. L'amélioration de la relation soignant-soigné,
elle passe aussi par cette action-là, cette reconnaissance et cette valorisation. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Alors justement, si on s'intéresse à cette formation, docteur Andréassian, au cours de votre cursus, donc que ce soit pendant votre externat ou plus spécifiquement pendant votre internat d'urologie, est-ce que vous avez des formations à ces compétences relationnelles? Comment recevoir un patient? Comment lui expliquer ce qu'on va lui proposer? Comment lui annoncer des choses pas toujours très drôles? Alors, ouais, je suis contente qu'on en parle parce que j'ai l'impression que c'est très inégal sur le territoire et entre les facultés. Donc, à titre personnel, à part quelques cours magistraux pendant mes années de médecine, pendant mon externat, j'ai pas eu vraiment de formation à la relation médecin-patient. Moi, ce que j'aurais aimé avoir, par exemple, c'est, donc comme l'a souligné M. Merle, des mises en situation avec des patients experts. Avec des retours d'expérience de nos pairs, de médecins qui pourraient nous aider à ces prises de décision, à cette relation médecin-patient. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, elle est un peu défaillante. Alors vous avez, j'imagine, déjà peut-être quelques créneaux de consultation en tant qu'interne. Comment est-ce que vous gérez, par exemple, l'information ou des explications parfois très techniques pour des patients qui sont de mieux en mieux informés ou qui, en tout cas, ont de plus en plus accès, que ce soit par Internet, les réseaux sociaux, à de la connaissance médicale? Alors ça, c'est assez difficile et même, surtout quand on commence l'internat, parfois on est moins bien renseigné que des patients qui ont des années de pathologie derrière eux et qui ont des questions très très spécifiques. Bon, je trouve que c'est quelque chose qui nous challenge à encore plus apprendre, à élargir son pool de connaissances. Et donc dans la relation aux patients aussi, ce que j'ai appris au cours des 4 dernières années, c'est que ce qui est très important, c'est de laisser des questions ouvertes, de laisser la place aux malades de s'exprimer et de pas avoir la main sur la porte du box de consultation quand on... Bien sûr, ne serait-ce que l'attitude, effectivement. Voilà, alors, Julien, vous avez expliqué tout à l'heure quelles étaient pour vous les préoccupations, en tout cas les enjeux lorsque vous avez dû vous faire opérer les épaules. Madame Andréassian, vous êtes en urologie, donc ce n'est pas la même spécialité, mais de façon générale, si vous aviez l'opportunité de dire à une interne en médecine, une interne en chirurgie, ce que vous attendez d'un professionnel en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Là, l'attitude qu'elle a, c'est ce qu'on a envie je pense, de retrouver quand on va chez le médecin, chez le chirurgien, etc. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas une solution imposée aux patients, c'est une vraie discussion et que les questions, comme tu dis, que les questions soient ouvertes et qu'on puisse demander, qu'on puisse poser toutes les questions qu'on a en tête, qu'on a sur le cœur, ne serait-ce que si c'est pour rassurer, même si ce n'est pas forcément rationnel, mais je pense que c'est important. Alors on en parlera tout à l'heure, des questions qu'on a sur le cœur ou ce qui nous tient à cœur, on verra, la formule a du sens. Mais on verra qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes préoccupations et quelque chose qui peut sembler important pour le médecin ou le chirurgien n'est pas forcément ce qui est le plus important pour le patient. Et à l'inverse, un point qui peut être capital pour le patient n'est pas abordé par le professionnel de santé parce qu'il n'a pas l'impression que c'est dans ses priorités. Est-ce que vous avez, Monsieur Merle, des exemples peut-être comme ça au cours de formation ou de votre propre expérience de situations où un point important pour vous n'a pas été abordé ou à l'inverse, un point sur lequel le professionnel en face de vous a passé 15 minutes était pour vous quelque chose de finalement pas si important que ça? Alors en fait, ce qui est important de noter, c'est toute la posture du soignant vis-à-vis du patient. Je vais prendre l'exemple d'un médecin qui est en consultation, qui regarde son écran pour regarder les examens biologiques ou des choses comme ça, mais qui ne va pas regarder le patient ou qui ne va pas communiquer avec le patient. Donc la relation est quand même très très difficile. Donc il y a des choses comme ça. Nous, dans les situations dans lesquelles on intervient dans la formation, c'est pas sur l'aspect clinique. C'est pas notre domaine, on n'y touche surtout pas. Mais c'est tout l'environnement de la relation, les postures,
comment les médecins s'expriment, établir une relation de confiance pour que le patient puisse s'exprimer de façon à ce qu'il n'y ait pas cette relation verticale qui est ancrée, qui est séculaire. Il faut vraiment qu'il y ait développer ce moyen de communication. Donc on intervient dans les formations auprès des étudiants en médecine, pharmacie et d'autres, justement à des niveaux. Si je prends l'exemple de Grenoble avec ce qu'on appelle le pack immersion communication, qui est destiné aux étudiants en troisième année de médecine, donc des externes, juste avant qu'ils rentrent en stage à l'hôpital. Donc ils vont voir des patients avant de rentrer en stage à l'hôpital. Donc on va pouvoir travailler dans des ateliers sur justement cette question de posture, sur la notion de relation. Donc en fait, au plus on interviendra dans les études à différents niveaux, selon les années, au plus on sera, la relation s'améliorera entre les soignants et les soignants. D'accord. Donc plus que le contenu lui-même de l'échange, c'est ces attitudes, ces postures qui permettent de créer cette confiance indispensable à la relation. Pour vous donner un autre exemple, la méthode pédagogique qu'on emploie, il y a, selon le cahier des charges, les unités d'enseignement, on va avoir un cours qui va être à caractère académique. Donc, on va développer ce cours en tant qu'enseignant et patient enseignant. Et ensuite, on va mettre en situation les étudiants et on va les faire jouer. Après, on va étudier, voir ce qui n'a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On établit ensemble des recommandations, on fait rejouer les scènes et tout. Donc, on a à la fois cet aspect d'enseignement académique et de mise en situation. On travaille sur l'environnement de la stimulation. C'est l'évolution de l'enseignement qui passe d'un enseignement beaucoup plus dynamique avec ces mises en situation. Et je pense que c'est là où nous, on a un rôle, patient et aidant, dans ces enseignements. D'accord, très bien. Alors justement, on a parlé de cette formation et le fait que ces formations existent témoigne d'une volonté aussi de faire avancer la relation entre les soignants. Je vais m'adresser à Marie Leroy, donc, qui est juriste chez Branchet. Si on s'intéresse au point de vue beaucoup plus médico-juridique, comment est-ce qu'on pourrait définir ou quels sont les éléments qui vont régir la relation entre le soignant et ses patients? Alors, si je devais d'abord juste en introduction rebondir sur le fait que aujourd'hui les patients ils ont de plus en plus conscience que dans la relation de soins ils ont des droits. Notamment, ils ont conscience il existe le droit à la dignité, le droit à la protection de la santé, le droit au respect de la vie privée, du secret des informations et du droit à l'information aussi. Donc ça constitue aussi les droits du patient. Et en face, on a aussi des devoirs, mais aussi des droits pour le professionnel de santé. Et donc, cette relation, elle est définie depuis très longtemps, depuis un arrêt 1936 qu'on appelle l'arrêt Mercier. C'est une relation contractuelle. C'est-à-dire que le professionnel de santé, il a l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens avec toute la diligence et un suivi attentif, les moyens dont il dispose à l'époque des faits, c'est-à-dire que c'est en l'état des connaissances de la science au moment de la prise en charge. Il doit mettre en œuvre tous les moyens pour donner aux patients les soins conformes aux recommandations en vigueur à l'époque. Et c'est une obligation de moyens, donc ça s'oppose à une obligation de résultat. C'est-à-dire que l'obligation du praticien n'est pas d'obtenir une guérison, parce que ça on le sait, c'est de l'humain. La science n'est pas infaillible et puis chaque patient est différent et ne va pas réagir de la même façon au traitement. Par contre, il doit mettre en œuvre tout ce qu'il est possible de faire et le faire au mieux possible pour pouvoir soigner le patient. Et en face, le patient, lui aussi, il a des devoirs. C'est réciproque, c'est la base d'un contrat. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est pas quelque chose de juridique, mais il y a un devoir de transparence parce que les consultations sont là pour ça. Faire un état sur son ressenti physique et émotionnel, sur d'éventuels traitements dont l'assuré, le praticien ne serait pas informé, etc.
décrire ce qu'il ressent, respecter les consignes. Et d'autre part, le praticien, lui, il a une obligation de faire adhérer le patient au traitement qu'il lui propose. Hein, c'est le consentement éclairé du patient. Il doit adhérer au traitement. On ne peut pas le forcer à subir un traitement. Il n'y a qu'une seule exception où on ne force pas le patient, mais c'est l'urgence vitale, en fait, où là, comme sa vie en dépend, on va lui soumettre un traitement ou lui pratiquer une intervention sans recueillir son consentement. D'ailleurs, la plupart du temps, il n'est pas capable de consentir à ce moment-là, le patient. Et un devoir d'information sur lequel on pourra revenir, mais le devoir d'information, lui, il a énormément évolué ces dernières années. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très impactant pour les praticiens et les patients, puisque l'information, c'est devenu quelque chose de central et qui fait la base de la confiance réciproque et la base du fonctionnement ou non du contrat de soins. D'accord. Alors, si je retiens les mots-clés que vous avez cités, donc il y a contrat, et dans un contrat, il y a deux parties, et il y a quand même une forme d'équilibre pour que les deux parties puissent consentir à ce contrat avec un intérêt mutuel, réciproque. Il y a effectivement l'information et le consentement, vous avez dit, éclairé, et la question peut se poser de cet éclairage, parce que dès lors qu'il va s'agir d'éléments scientifiques parfois très techniques, il n'est pas toujours simple de s'assurer que la décision, le choix qu'exprimera le patient sera effectivement éclairé en fonction de son niveau de connaissance et du sujet qui est abordé. On le verra. Et puis, il y a la question, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on évoquera la décision médicale partagée, la question des priorités et des valeurs, parce que ces valeurs, elles peuvent être parfois très personnelles et propres au patient. Et il est important qu'il puisse les alors partager avec le professionnel de santé pour que celui-ci adapte aussi sa prise en charge aux valeurs de son patient. Alors néanmoins, sur le plan médico-juridique, dès lors qu'il va y avoir une mise en cause, c'est-à-dire que l'une des parties, et en général plutôt le patient, va considérer que le contrat n'a pas été respecté, que cette mise en cause, elle soit par voie amiable de la conciliation ou d'emblée par une voie juridique, on va se référer à des textes. Et vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Merle, je crois, les lois du 4 mars 2002, et puis des éléments un petit peu plus récents. Est-ce que Marie, vous pouvez très rapidement nous éclairer sur les principaux textes ou les principes généraux qui régissent cette relation sur le plan médico-juridique ? Alors tout à fait, sur les principes généraux, donc comme je vous le disais, on est sur une responsabilité contractuelle, à la différence de d'autres responsabilités qui, par opposition à la responsabilité du praticien, si vous voulez, il y a des responsabilités qu'on appelle de plein droit, qui sont des responsabilités, on va dire, pour vulgariser, automatiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité qu'il y ait un quelconque manquement pour engager la responsabilité de celui par la cause de qui intervient le dommage, si vous voulez. Ce n'est pas du tout la même chose pour les professionnels de santé, pour lesquels, engager leur responsabilité professionnelle, leur responsabilité civile professionnelle, il faut d'une part une faute, un dommage et un lien de causalité entre ces deux éléments. Voilà. Et pour qualifier la faute, qui peut être de différentes natures, hein, ça peut être une négligence, ça peut être un manquement dans le sens où l'indication ou la technique est mauvaise, l'information n'est pas suffisante, le suivi est peu diligent. Donc la faute, elle est de différentes natures et il faut que cette faute ait causé le dommage qui est allégué par le patient. D'accord. Et que, par exemple, on va exclure un état antérieur ou des éléments qui sont extérieurs à ce lien entre le manquement et le dommage. Donc, c'est ces trois éléments constitutifs qui doivent être réunis pour l'engagement de la responsabilité du praticien. D'accord. Alors, c'est déjà parfois pour des considérations techniques pas toujours simples à établir, mais dès lors qu'il va s'agir de compétences relationnelles et typiquement d'information ou de la communication, c'est encore plus, en tout cas ça semble encore plus complexe, hein, comment montrer le lien de causalité entre un défaut de communication et un dommage, voir comment caractériser une faute en termes de communication. Là, vous avez peut-être
soit des statistiques sur la sinistralité, sur des sinistres causés, entre guillemets, ou en tout cas pour lesquels on aurait retenu un défaut d'information. Vous avez quelques chiffres peut-être à nous donner? Tout à fait. Alors, déjà, le défaut d'information, il regroupe deux qualifications juridiques, si vous voulez. Il y a deux choses qui sont sanctionnées par les experts et les juridictions. Dans l'information, il y a ce qu'on appelle le préjudice d'impréparation et une perte de chance en lien avec l'intervention. Une perte de chance en lien avec l'information, pardon. Une perte de chance, elle est caractérisée lorsque le patient arrive à démontrer que s'il avait été correctement informé, il aurait pu refuser l'intervention ou faire le choix d'une autre alternative thérapeutique. Cette question de la perte de chance, donc, par opposition, elle ne se pose pas quand il n'y a pas d'alternative thérapeutique et que de toute façon, le patient n'aurait pas pu refuser l'intervention par exemple, l'urgence de son état ou par le fait qu'il n'existe pas d'alternative, par exemple. Donc, c'est deux choses qui sont sanctionnées. Et ensuite, statistiquement, donc nous, en interne, chez Broncher, on a réalisé une étude sur l'année 2022 et on a fait ressortir les dossiers dans lesquels il y avait un défaut d'information, donc au sens large. Donc, je pense que ça regroupe ces deux qualifications juridiques distinctes. Et on a fait ressortir les dossiers qui présentaient un défaut d'information qualifié par l'expertise. Donc, c'est pas simplement nous une déduction en interne après étude interne qu'on déduit qu'il y a un défaut d'information, mais ça a été constaté par un expert. Et donc, apparaissent 492 dossiers dans lesquels il y a ce défaut d'information, ce qui représente 14% de nos sinistres sur l'année 2022. Donc, c'est encore très important. Par contre, j'ai également ressorti des statistiques sur l'ensemble des sinistres pour marquer l'évolution sur l'information et on voit que l'information, elle est de mieux en mieux délivrée. Et donc, d'où l'importance et l'efficacité de la formation sur ce point et la nécessité de mettre en place des automatismes quant à l'information, parce que c'est vraiment efficace. Par exemple, si on prend les statistiques sur l'année 2010 à 2014, on avait 54% des sinistres où l'information était considérée comme satisfaisante. Et on est passé à 73% sur la période 2018-2022. Donc, c'est une évolution très marquée en peu de temps, parce qu'entre 2014 et 2018, il y a très peu de temps. Et ça prouve qu'on peut trouver des solutions et faire en sorte que cette sinistralité au niveau de l'information, elle diminue de manière très efficace si on prend quelques réflexes. Et il faut rappeler à ce titre que c'est pas simplement l'information écrite qui est la reine des preuves. Si vous voulez, juridiquement, on utilise ce qu'on appelle un faisceau d'indices, c'est-à-dire que l'information orale, c'est la règle, c'est ça qui est imposé, c'est une information qui doit être adaptée, claire, loyale, précise, et j'insiste sur le adapté, parce que c'est bien beau d'utiliser des termes médicaux, mais il faut non pas vulgariser parce que j'aime pas trop le mot, mais il faut pouvoir se faire comprendre de son interlocuteur qui est profane, mais pouvoir essayer de lui expliquer les impacts que ça a concrets pour lui, pour qu'il puisse, de manière éclairée et satisfaisante, consentir ou non au traitement qu'on lui propose. Donc ça c'est très important, mais on peut utiliser juridiquement par exemple des indices qui sont le nombre de consultations préopératoires, des courriers dictés en présence du patient qui mentionnent l'information. Il y a tout un tas d'éléments qu'on peut retrouver et il y a le délai de réflexion qui est très important. On a un délai de réflexion qui est de 15 jours minimal en plastie. Pour les autres interventions dans les autres matières, on n'a pas de délai minimum, mais on comprend que c'est un délai qui doit être adapté à chaque situation et qui, quand c'est possible, doit être raisonnable pour permettre au patient de réfléchir aux bénéfices et aux risques qu'on lui a présentés oralement. Alors, merci beaucoup, Marie Leroy.
Mané, quand vous entendez Marie Leroy expliquer tous ces éléments qui peuvent aussi sembler techniques pour nous, médecins, ça vous parle, ça vous effraie, ça vous semble distant ou au contraire proche de vos pratiques? C'est vrai que nos chefs, ils insistent toujours sur le fait que voilà, la preuve de l'information, donc elle est surtout écrite. Et on assiste aujourd'hui à des comptes rendus de consultations qui parfois sont voilà, très très longs. Il faut que sur chaque complication, enfin, la communication soit apportée sur chaque risque d'une intervention chirurgicale. Et c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression que ce qu'on a dit par oral, voilà, on ne sait pas trop où est-ce que ça va se perdre. Alors excusez-moi, Marie nous a dit que justement l'oral était la règle, mais Oui. que d'ailleurs une preuve écrite n'était pas, une mention écrite n'était pas une preuve suffisante, et que c'était l'ensemble, le faisceau d'arguments qui permettait de retenir la bonne information. C'est ça, Marie? En fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que bien sûr, pour prouver l'information, le mieux dans un dossier, c'est d'avoir le consentement éclairé, la fiche d'information actualisée avec toutes les complications qui sont listées. Mais si vous voulez, c'est strictement juridique. Après, la vérification de la compréhension du patient, C'est ça. elle passe par l'information orale. Et c'est ça que, Ouais. si vous voulez, c'est ça que la loi impose, c'est une information orale. Après, pour prouver, parce que c'est au praticien de prouver qu'il a délivré l'information, c'est à lui de prouver qu'il a bien délivré l'information et c'est pas au patient de prouver qu'il a mal été informé. Vous voyez, le raisonnement, il est en sens inverse là pour ce type de problématique. Et dès lors, si jamais, par exemple, dans un dossier, on n'a pas récupéré la fiche signée avec la listing de toutes les complications, on peut pouvoir se servir de courrier de consultation et d'autres éléments dans le dossier qui vont nous permettre de prouver que oui, que l'information, elle a bien été délivrée au patient. Ça peut être une note dans le dossier de consultation, ça peut être un tas de choses. Après, la précaution et la traçabilité veut que pour limiter le risque de sinistralité, bien sûr qu'il faut avoir un consentement éclairé et une fiche d'information signée. Après, il y a différentes manières de présenter les choses. Alors, soit on lit la fiche complication par complication pendant des heures aux patients. Alors ça va complètement à l'encontre de ce qu'on dit depuis le début, qu'on essaye d'humaniser la relation, de donner un avis éclairé. Il faut trouver un juste milieu, si vous voulez, entre se préserver la preuve qu'on a remis l'information et aussi l'humanisation de la relation, parce que l'humanisation de la relation, ça participe aussi à l'absence de sinistralité. Moi, ce que je trouve bien à la fin de chaque consultation... C'est un peu une ambiguïté dans ce... Oui, justement, Mané, ouais. Je voulais ajouter une petite chose, c'est qu'à la fin de chaque consultation, moi, ce que je trouve bien, c'est de demander au patient qu'est-ce que vous avez compris avec vos mots. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez compris et est-ce que vous avez des questions? Et ça, je trouve que ça permet vraiment de mettre tout le monde au clair. Ça vous semble bien ça, Monsieur Merle, de simplement poser la question à la fin, qu'est-ce que vous avez compris? Et puis si la personne vous dit j'ai rien compris, c'est certainement qu'on a mal expliqué, on recommence. C'est tout à fait judicieux, c'est tout à fait juste. Je pense que là, on rentre dans le champ de la littératie en santé, c'est-à-dire qu'on donne une information, est-ce que la personne l'a comprise? Et c'est tout ce champ-là, c'est un des facteurs clés de la réussite de l'amélioration de la relation. Donc c'est s'intéresser, ce qu'on parlait des postures tout à l'heure, c'est justement quelle posture le praticien va adopter. Est-ce qu'il est dans une relation très verticale en disant voilà ce qui se passe et tout, sans prendre en considération la vie ou la compréhension de la personne, c'est là où ça va pas. Donc là, tout en rentrant dans cette discussion, moi je trouve remarquable ce que vous faites, Mané, sur cette fin de consultation. D'ailleurs, on pourrait parler, si je prends l'exemple du professeur Gérard Réac, on parle plus de consultation, on parle de rencontre, en fait, entre les personnes. On est plus dans ce domaine-là, ce qui fait que la relation s'améliore quand on est vraiment dans une rencontre. Ouais, les mots ont leur importance. On avait effectivement avant l'habitude de désigner le patient par ce terme patient qui est un peu péjoratif. Le patient, il patiente, il attend, il est à la disposition du médecin. C'est un peu le monde à l'envers. Et puis, on a commencé à dire que le patient était acteur de sa décision. On va en parler avec la décision médicale partagée. Je crois que c'est un terme que vous n'aimez pas trop non plus. Excusez-moi. Oui,
Pas tout à fait. Oui, c'est exact. Là, maintenant, d'ailleurs, la Haute Autorité de Santé ne parle plus de patients, d'usagers, d'aidants, elle parle de personnes concernées. Donc, on est plus dans la notion de personne. Quand on entend ce qui nous froisse un petit peu, je pense, au niveau des patients, c'est la prise en charge. D'abord, on n'est pas des charges. Nous sommes des personnes atteintes des pathologies, des choses comme ça. Donc, on est beaucoup plus dans la notion de prise en compte ou prise en soin. Donc les mots ont leur importance et ça, c'est vraiment ça qu'il faut développer. Et c'est dans cet esprit-là que nous passons sur les formations. Nous travaillons beaucoup dans des formations sur ces niveaux-là, sur ces mots, sur l'étymologie, pour que vraiment les gens comprennent comment on peut améliorer une relation. Et puis la personnalisation de la relation, parce que c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de deux sportifs de haut niveau, hein, Julien et Thaïs. Je pense que leurs préoccupations ne sont pas des préoccupations universelles de tous les patients. Je pense qu'il y a des patients qui sont plus intéressés sur évidemment leur récupération, mais aussi l'éventuelle gestion de la douleur post-opératoire, sur des risques inhérents à un geste qui peut être réalisé, alors que vous étiez dans la performance et dans combien de temps je vais être de nouveau performant. Qu'est-ce que vous auriez aimé, Julien, par exemple, ou c'est peut-être ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous explique lors de la consultation? Qu'est-ce qui était important pour vous et qu'est-ce qui peut-être ne l'était pas? Moi, j'ai été extrêmement. On s'est très bien occupé de moi dans le sens où donc le chirurgien qui s'est occupé de l'opération. Il m'a Vous allez dire qu'il m'a pris en charge? Qui m'a pris en charge, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Qui s'est occupé de l'opération. Déjà, il en faisait une dizaine par jour, je crois, que sur des rugbyman professionnels, des judokas et j'en oublie. Donc pour vous, c'est bien ça. Quelqu'un qui le fait 10 fois par jour, pour vous, c'est bien. Ouais, d'une certaine manière, oui. Alors que pour d'autres personnes, voilà. ça pourrait être considéré comme une personnalisation insuffisante, mais je comprends que production en grande série. Mais pour vous, je comprends que ouais, ce soit un gage de c'était très bien. performance. Voilà. En milieu de journée, pas trop fatigué, mais il en a déjà fait avant. C'était parfait. Et puis surtout dès qu'il a fait son diagnostic, il a dit bon bah c'est hyper classique comme opération, c'est très bénin. Tu vas avoir 3 semaines de kiné ensuite, 3 semaines d'immobilisation, 1 mois de kiné, et derrière c'est reparti. Et au jour près quasi, c'était... Donc finalement, vous étiez dans une attente et une relation à la fois très pragmatique, concrète, combien de temps et pour quel objectif, et assez technique, si je peux dire. Enfin, c'était pas tant des considérations de est-ce que vous êtes inquiet, est-ce que... L'opération, c'était moi qui la souhaitais, parce que je ne me sentais pas capable de gérer une luxation tout seul en mer. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que si on m'avait dit, là, il y a 3 mois d'arrêt, je l'aurais probablement pas fait ou pas fait à ce moment-là. D'accord. Parce que moi, j'avais vraiment 1 mois et demi, 2 mois max avant sans toucher technique, au bateau. en effet. Donc, il fallait que ce soit fait. D'accord. Voilà. Ok. Alors, je vous propose qu'on avance un petit peu et qu'on aborde la question de la décision médicale partagée. Alors, on a parlé du consentement, de l'importance que ce consentement soit libre et éclairé. On a parlé de l'information de façon générale. La notion de décision médicale partagée est une notion peut-être un peu plus récente. J'aimerais bien avoir vos définitions ou simplement vos avis pour vous Mané, par exemple. C'est quoi la décision médicale partagée ou qu'est-ce que ça vous évoque? La décision médicale partagée, ça m'évoque déjà, je trouve que ça rejoint les notions de consentement éclairé. C'est une discussion entre le patient et le praticien. Donc c'est une discussion qui se veut horizontale pour que le patient puisse choisir en fonction de ses valeurs, de ce qui est important pour lui, donc le soin qui lui est le plus approprié. D'accord. Et pour vous, Monsieur Merle, qu'est-ce que ce serait? Comment vous définiriez la décision médicale partagée? Ce serait la décision médicale partagée, pour moi, c'est une relation qui s'établit entre 2 personnes, mais au même niveau. C'est-à-dire que le praticien va annoncer une nouvelle au patient et il faut que le patient puisse prendre sa décision. Pour qu'il puisse prendre sa décision, il faut qu'il ait tous les éléments. Donc, il y a c'est faciliter la décision partagée, c'est faciliter la relation entre la compréhension du patient pour qu'il puisse s'exprimer.
Donc c'est là où il faut vraiment l'écouter. Donc il y a des notions d'écoute, il y a des notions d'entretien qui sont particulièrement importantes. Donc pour moi, la décision partagée, c'est la facilité, c'est donner les moyens de la relation entre le praticien et son patient, de façon à ce que le patient puisse prendre la décision. D'accord. Alors, je vais être un peu provocateur. Vous dites, c'est une discussion au même niveau. Est-ce qu'on peut vraiment être au même niveau? Est-ce que d'un côté, il y a une personne qui souffre, qui a peut-être sa vie en jeu. D'un autre côté, il y a une autre personne qui est au travail. Et même si on a des horaires pas toujours simples, il y a une heure de début, une heure de fin. D'un côté, il y a quelqu'un qui a fait 10, 12, 15 ans d'années d'études spécifiques pour un thème. D'un autre côté, il y a quelqu'un qui exerce peut-être une autre profession. Encore une fois, de façon un peu provocatrice, est-ce qu'on peut être dans une situation équilibrée? La réponse est oui pour moi. D'accord, À partir du moment où on veut le faire. d'accord. C'est une question de volonté. C'est une question de. C'est soit. Je vais vous donner l'exemple de l'éducation thérapeutique du patient. Mm. Quand on crée un programme d'éducation thérapeutique du patient, c'est par définition une équipe pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle. Mm. C'est-à-dire que quand on va travailler ensemble sur l'éducation thérapeutique, les blouses blanches tombent, tout le monde est au même niveau et on se trouve, et c'est un merveilleux espace où tous les acteurs se rencontrent et travaillent ensemble à la collaboration. Donc je pense qu'il va y avoir, justement, c'est franchir cette stigmatisation par rapport au pouvoir entre le sachant et le patient. Mm. C'est là où je dis, enfin, pour moi, c'est très, pardon, c'est très personnel, mais je pense qu'on peut être au même niveau. Déjà, on est assis sur une table, on est en entretien singulier, on n'a pas de prise de pouvoir. Vous savez, c'est toujours difficile quand on est hospitalisé, on est allongé et on est à la visite des médecins avec tous les soignants qui sont là, qui sont debout et nous, on est allongés. Donc il y a une différence, il y a un déséquilibre entre les deux et c'est ça qui fait. Donc pour moi, la relation, elle est très équilibrée, mais chacun apporte, c'est une complémentarité dans la relation entre ce que le praticien va apporter avec toutes ces années d'études et tout, donc il est très, très technique, mais ça n'empêche pas d'être une personne humaine. Mm. Et c'est là où je crois que la bascule se fait. Mm. D'accord. Ça suppose donc de faire preuve d'ouverture aussi et d'accepter que ce qu'on nous a appris à l'université ou ce qu'on a lu dans la littérature scientifique comme étant la règle puisse être différent pour la personne intéressée, en l'occurrence le patient. Voilà, c'est le même niveau que l'expertise. Mm. L'expertise entre les professionnels et la différence entre celle des patients. Les professionnels, c'est une expertise qui est liée aux études, qui est liée à une profession. Nous, on apporte une expertise expérientielle sur l'expérience de la maladie. Donc, l'objectif, c'est d'organiser une rencontre entre toutes ces expertises et il y a de la place pour tout le monde. Il faut que chacun puisse prendre la sienne, simplement. C'est pour ça que moi, je suis quand même dans un niveau d'équilibration entre les personnes. Moi, j'ai juste du mal à comprendre comment cette notion, elle pourrait s'appliquer dans des situations de grande urgence ou dans des cas où il y a clairement une solution thérapeutique qui est bien supérieure aux autres. Là, je trouve que le rôle du médecin, ce serait vraiment de guider et parfois le patient attend aussi qu'on le guide. Alors, à mon sens, quel est votre avis sur la question? C'est vrai qu'il y a des situations où très clairement le patient est en mesure d'exprimer après avoir été éclairé sur un sujet sa volonté. Pour ces situations d'urgence, on peut se demander quelle va être la référence. Est-ce que la référence c'est l'état de l'art? Est-ce que la référence c'est ce que la majorité de patients dans une situation identique souhaiteraient? C'est probablement là tout l'intérêt d'avoir d'éventuelles directives anticipées, d'avoir une personne de confiance à qui on a confié ses volontés ou auprès de qui on a exprimé ses valeurs. Mais c'est effectivement des situations qui sont parfois difficiles. Alors sur le plan juridique, ça peut être compliqué aussi. Marie, peut-être vous pouvez nous éclairer un peu sur ce point-là. Alors, il me semble que la notion de décision médicale partagée n'a pas encore de cadre juridique clair. Néanmoins, comment est-ce qu'on peut entendre ces termes, décision médicale partagée, à la lumière de ce qui existe déjà
en termes de consentement, en termes d'information et en termes de relations contractuelles entre un patient et son médecin? Pour moi, la décision médicale partagée, justement, comme le disait très très bien Raymond, c'est la notion de partage qui doit être privilégiée. C'est-à-dire que pour moi, dans une situation, on va dire de semi-urgence, parce qu'en urgence, comme vous l'avez très bien relevé, on va avoir la plupart du temps les directives anticipées et des choses comme ça qui vont nous aider aussi à déceler Je ne sais si pas on si peut. c'est Pas la pas plupart la du temps. plupart du temps, hein, malheureusement. Enfin, Je parle d'un cas hypothétique, ouais. bien entendu, mais si on a ça, c'est très bien. Après, en situation de semi-urgence où pour moi, la décision partagée, c'est la décision entre le praticien et celui qui est soigné. D'accord. Donc, si celui qui est soigné, il est en état de participer à cette décision. Donc, il y a une discussion. Et pour moi, le rôle du professionnel de santé, c'est de pouvoir être capable d'adapter ses explications et d'être suffisamment à l'écoute pour déceler quelles sont les priorités du patient pour pouvoir lui permettre de donner un consentement éclairé, donc avisé, en pleine connaissance de cause, des bénéfices et des risques qu'il prend en acceptant telle ou telle intervention. Euh, et ça implique pas qu'il y a quelqu'un qui cède par rapport à l'autre, parce que si le patient ne signe pas le consentement, il se fait pas opérer. Mm. Et si jamais et le praticien va pas passer en force en fait, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui doit être réciproque. Après moi ce que je vois de plus en plus se développer, c'est que par exemple j'ai cet exemple en tête, mais il y en a certainement d'autres, mais en maternité, on fait de plus en plus faire aux femmes enceintes des projets de naissance. Ça implique aussi qu'elles aient réfléchi en amont et en partenariat avec leur sage-femme, leur gynécologue, l'établissement dans lequel elles souhaitent accoucher. Elles seront allées anticiper des souhaits qui, bien sûr, ne seront pas forcément réalisables si jamais on a besoin de faire une césarienne en urgence. Peut-être qu'on n'aura pas le choix que de le faire, mais si la patiente a manifesté, par exemple, sa crainte de l'épisiotomie ou des choses comme ça en amont, que c'est quelque chose qui a été discuté, le praticien sera plus à même de prendre une décision proche de ce qu'aurait souhaité euh, la personne qui est soignée à un moment donné et même dans une urgence, parce que tout ça, ça aurait été anticipé, d'où l'intérêt de multiples consultations et d'avoir bien expliqué tout ce qui peut se passer, même des complications qui peuvent être vraiment exceptionnelles. C'est bien de l'aborder. D'accord. Alors moi j'ai bien aimé votre phrase dans décision médicale partagée, le mot important c'est partager. Moi, je trouve ça une belle façon de le dire. Est-ce qu'il n'y a pas le risque dans cette démarche, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, est-ce qu'il n'y a pas le risque dans cette démarche de trop standardiser la relation et de penser que finalement tous les patients veulent la même chose, qu'on leur demande leur avis, qu'on leur propose de choisir? Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Merle? Ben, déjà, je pense que si on regarde les patients, on trouve à peu près trois typologies de patients. On a le patient qui va refuser le soin, donc ça c'est prévu par la loi, il peut refuser les soins. Il mesure peut-être pas les conséquences, mais il a tout à fait la possibilité. Vous avez ensuite le patient qui va suivre ses recommandations, prendre soin de lui. Il veut pas s'engager auprès des autres, mais il veut s'occuper de sa petite santé et il va pratiquer l'éducation thérapeutique, suivre les recommandations, son hygiène, etc. Donc il est dans cette démarche très personnel de prendre soin de lui. Et vous avez le patient qui va, lui, passer par la deuxième étape et s'engager dans le système de santé. Donc, on est sur trois niveaux, quelque part, de patients. On n'a pas le patient universel. Il n'y a pas de bons patients, il n'y a pas de mauvais patients. Il y a des personnes qui ont des soucis par rapport à la santé et comment ils vont aborder cette santé. C'est ça la différence. Donc là, on est dans cette logique pour moi. Très bien, non, mais je trouve très intéressant de pouvoir comme ça essayer de s'adapter aux patients qu'on a en face et ça fait partie peut-être des éléments qu'on aimerait lorsqu'on est jeune professionnel ou en formation,
à voir dans notre formation, que ce soit avec la simulation ou avec des rencontres avec des patients experts notamment. Ouais. C'est pour ça que nous, par exemple, à Grenoble, on a créé un département universitaire des patients qui, lui, est complètement intégré aux UFR, aux unités de formation et de recherche de la faculté de médecine et de pharmacie de l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes, au même titre que le département médecine générale, maïeutique et kiné. Donc, on a créé un département spécifique pour les patients, dans lequel on intervient bien sûr sur la formation et la recherche, avec toutes les dimensions qu'on a vues tout à l'heure. Très bien. Alors, en parlant de décision partagée, Audrey Chavas, est-ce que vous pouvez nous parler d'un outil que j'ai vu passer tout à l'heure et qu'on partage avec vous d'ailleurs sur le chat, un outil créé par Fondapro et qui s'appelle « Ce qui vous tient à cœur ». Tout à l'heure, je crois que ce sont les mots qui ont été utilisés, ce que j'avais à cœur, ou par Julien, il me semble. Ce qui vous tient à cœur, donc c'est un projet, racontez-nous un petit peu. Oui, alors ce qui vous tient à cœur, donc ça n'a pas été créé par Fondapro. En fait, notre fondation s'occupe de le mettre en œuvre en France. C'est ici de publications qui datent de 2012. C'est pas si récent que ça, finalement. Ce guide, c'est quoi? En fait, c'est un guide conversationnel qui va permettre d'aider à la fois le patient et les soignants. Parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup, en effet, de l'importance de communiquer, de comprendre l'environnement du patient. Très clairement, dans ce guide, on est complètement là-dessus. Je sais que les établissements qui l'utilisent, ce qui les a intéressés, c'est que ce guide, il est en deux parties. Il est à la fois pour les soignants et pour les patients. Il ne suffit pas de former les soignants et d'arriver en disant « qu'est-ce qui vous tient à cœur ?» Alors, ce qui vous tient à cœur, ça peut être quel serait le scénario idéal dans le cadre du protocole qu'on va mettre en place, quelles sont vos contraintes. C'est exactement, pour reprendre ce que vous disiez, Julien, tout à l'heure, typiquement, si on vous demande ce qui vous tient à cœur face à l'intervention que vous avez eue, c'est par rapport à votre vie professionnelle au sport, de pouvoir reprendre l'entraînement, de pouvoir faire votre course. Ouais. Sur la même intervention, quelqu'un qui fait un autre métier, ce qui va lui tenir à cœur, ça va peut-être être complètement autre chose. Ouais. Je ne sais pas, une maman qui est seule avec ses 3 enfants, ce qui va lui tenir à cœur, ça va peut-être être d'être pris en charge rapidement pour pouvoir vite s'occuper à nouveau de ses enfants. Donc c'est d'arriver à comprendre cet environnement-là. Mais il faut aussi que le patient, et pas que les patients experts, il faut aussi que le patient qui va arriver chez vous Mané tous les jours, il soit formé aussi à ça. Alors j'ai juste deux, trois diapos. En effet, dans le chat, vous pouvez télécharger le guide. Vous pouvez aussi télécharger les recommandations HS dont parlait tout à l'heure Raymond Merle sur le rôle des patients. Donc notre guide, il est en fait en 3 parties. Vous l'avez là sur l'écran, c'est demander, écouter, faire. Le faire, c'est ça la décision médicale partagée. Pour arriver à une décision partagée, en fait, il faut qu'il y ait 2 individus qui arrivent à communiquer ensemble. C'est déjà le point de départ. Donc demander ce qui vous tient à cœur, ça va permettre en fait d'ouvrir la porte. Parce que j'entends déjà des médecins, parce que ça m'arrive souvent, qui me disent « Mais Audrey, on a déjà très peu de temps en consultation. Si en plus on se rajoute ça, ça risque de prendre du temps. » Alors déjà, première chose, en moyenne, ça prend 90 secondes à un patient d'expliquer ce qui lui tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de patients qui n'auront pas spécialement envie de s'étendre. Je pense que Julien, qu'est-ce qui vous tient à cœur, Julien? Moi, je veux reprendre l'entraînement à cette date. C'est clair. En fait, votre demande, elle est claire. Ça ne veut pas dire que le médecin pourra forcément, peut-être qu'on va vous dire, non, c'est pas possible, etc. Mais en tout cas, on ouvre la porte et on propose au patient, s'il a quelque chose à dire, dans le cadre de son protocole de soins, dans le cadre de son environnement familial, professionnel, de ses contraintes, il peut le faire là. Et le fait, en discutant avec des patients, rien que le fait qu'on ouvre cette porte, déjà, ça permet d'avoir une relation. Pour des patients, juste cette question, même s'ils n'ont rien à dire, c'est déjà les conforter et se retrouver en confiance face à la personne avec qui ils sont. Il ne suffit pas de demander, après il faut écouter. Alors, dans le guide, vous trouverez plein d'exemples sur l'écoute active. En effet, il ne suffit pas de poser une question au patient, il faut aussi écouter ce qu'il a dit, il faut aussi reformuler ce que le patient va dire. Entre moi, ce que je vous dis là en ce moment, en termes de communication, entre ce que je veux dire, ce que je dis vraiment et ce que vous allez tous retenir, il va y avoir, on sait qu'il va y avoir des écarts. Donc c'est très important, et c'est là qu'on parle d'écoute active, que le praticien, que le soignant
puisse en effet bien redéfinir ce que le patient a compris. Vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on peut arriver à une décision partagée et se mettre d'accord sur ce qui va être mis en place par la suite. J'ai une réaction sur le chat du professeur Christophe Pizon. Ça nous fait plaisir, je pense, à Monsieur Merle, à Audrey et à moi. Le professeur Pizon nous dit « Les chirurgiens qui pratiquent la décision partagée indiquent que les suites sont beaucoup plus simples sur le plan relationnel et qu'elle est devenue incontournable dans leur pratique. » Et je compléterai en disant que des données de sinistralité nord-américaine publiées dans plusieurs travaux scientifiques montrent aussi que la sinistralité diminue dès lors qu'on a une attitude empathique et qu'on laisse le temps au patient en consultation d'exprimer ce dont il a envie. Et cette expression, elle prend, comme vous dites, 90 secondes en moyenne, quoi. Oui, alors ça peut être plus long pour certains cas, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais simplement en moyenne. Et en effet, à partir du moment où vous avez une relation de confiance en fait, avec la personne qui est en face de vous, et notamment si derrière il y a un souci, que tout ne se passe pas comme prévu, les gens ils acceptent mieux en fait, parce qu'ils ont bien compris. Et d'ailleurs, Marie l'expliquait aussi tout à l'heure sur le défaut d'information, c'est quelque chose qui est quand même très fréquent. Mais parce que si le patient, dans les retours qu'on a au sein de la fondation, les patients ils vont dire bah non, mais j'ai l'impression, j'ai attendu 3 heures, on m'a pris en 5-5, ça s'est passé vite. Et du coup, quand il y a un souci, ils reviennent sur ces sujets-là. Et ils ne râlent pas forcément devant le médecin quand il y a 3 heures de retard, parce qu'ils n'osent pas. Mais en tout cas, s'il y a un souci derrière, par contre, ils vont revenir dessus. Et du coup, le temps qui a été passé en début de consultation pour comprendre l'environnement du patient, ça va être du temps de gagner en effet, et nous c'est ce qui ressort également, ça va être du temps de gagner pour toute la suite en fait. Donc c'est vraiment pas du temps de perdu à ce moment-là. Je vais juste reprendre, alors oui, parce que du coup on est 2 individus à communiquer, donc il faut aussi que les patients ou la famille ou les aidants puissent comprendre quand on leur pose la question ce qui vous tient à cœur, il faut que le patient sache répondre. Alors je me suis permise de mettre en fait un patient, j'ai trouvé que sa réponse en tout cas était pertinente et assez complète. Quand on demande au patient qu'est-ce que ça signifie en fait pour vous d'être entendu et d'être écouté par votre patient, cela signifie qu'un professionnel de santé me traite comme une personne unique, avec des sentiments, des expériences et une vie en dehors des murs d'un hôpital ou d'une salle d'examen. En fait, ça revient à ce que vous avez dit à plusieurs reprises. On est un individu unique. Ce qui sera important pour l'un ne sera pas forcément important pour l'autre patient. C'est ce qui est complexe pour vous en tant que soignant, hein, je le comprends bien, évidemment. Et donc, sur ce guide, vous le verrez aussi, on a 3 étapes sur les patients. C'est d'aider le patient à préparer ses questions. Ça veut dire qu'il faut informer le patient qu'on va lui poser ces types de questions, qu'on va lui demander ce qui lui tient à cœur et qu'il puisse préparer ses questions, sinon il n'y a aucun intérêt, le soignant va être tout seul et n'aura pas les infos. C'est ensuite de partager les informations. Et en 3e étape, c'est ce qu'on appelle préparer une action conjointe dans le guide. Et donc on revient en fait à l'étape 3. Une fois qu'on a pu discuter, qu'on s'est chacun écouté, on va pouvoir prendre une décision qui sera partagée. Et encore une fois, quand la décision est partagée, derrière, les choses se passent mieux. Et ça ne prend pas forcément plus de temps. En tout cas, mis bout à bout, ça ne prend pas forcément plus de temps. Christophe Pizon rajoute que ces mêmes chirurgiens indiquent qu'in fine, ils gagnent du temps. C'est ça, je remercie Christophe, en effet, et pour avoir eu l'occasion d'intervenir notamment au CHU de Grenoble. En effet, c'est vraiment et auprès des associations de patients, en effet, je confirme, c'est vraiment un temps de gagner. C'est un bon investissement, le temps empathique passé avec le patient. Et j'en profite pour citer une autre réaction de Yasmine Sami qui nous dit qu'il faudrait idéalement pouvoir valoriser le temps consacré. C'est-à-dire que l'information, la communication, ça fait partie du prendre soin. Mais c'est vrai que le temps parfois dédié au partage d'informations avec le patient n'est pas assez valorisé et passe après. Ce serait un élément qu'il faudrait qu'on arrive à développer pour que véritablement on prenne le temps parce qu'on a le temps qu'il faut avec nos patients. C'est ça. En tout cas, il faut laisser la porte ouverte de ce temps pour les patients qui en ont besoin. Encore une fois, il y a des patients qui... encore une fois, Julien, s'il n'avait pas trouvé le bon chirurgien, que ça n'allait pas dans le bon timing, c'est pas grave, les épaules, on verra l'année prochaine. Bon, on ne peut peut-être pas pour toutes les pathologies le faire, mais en tout cas... donc, tous les patients n'ont pas besoin de beaucoup de temps.
ce qui est vraiment important nous, dans les retours qu'on a, c'est de laisser cette porte C'est ouverte. la disponibilité peut-être Voilà. plus que du temps. Et de laisser en disant, voilà, si à un moment donné vous avez besoin, on fera en sorte de prendre ce temps-là en fait. Et très souvent, le fait de poser encore une fois cette question du côté des soignants, il y a plein de patients qui n'ont pas forcément des tonnes de choses à dire derrière. Donc, voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup Audrey pour le partage Merci. de cet outil qu'on a donc mis en ligne sur le chat et vous pouvez télécharger, qu'il s'agisse des recommandations ou du guide, ce qui vous tient à cœur. Nous approchons de la fin de cette émission. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence ce soir, que ce soit en direct sur le plateau ou en distanciel. Et je vous rappelle que le replay de cette émission est disponible ainsi que celui du premier épisode sur le site de Brancher Solutions. Je vous donne également rendez-vous pour le 3e épisode de Prendre soin, qui portera cette fois-ci sur ma relation à moi-même. Comment est-ce que je gère mon stress, mon sommeil, mon alimentation, mon activité physique. Comment est-ce que finalement je prends soin de moi-même. Et nous nous reverrons donc le 13 juin pour ce dernier épisode. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité de Branchet sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Et je vous souhaite surtout de prendre soin de vous, de prendre soin de vos patients, de prendre soin de vos proches et de passer une excellente soirée. Merci.